Bonjour à tous. Donc on va parler de bases cette fois, mais autre chose que des bases de données relationnelles. Donc on va plutôt parler de DynamoDB et d'une base en graphe qu'on a lancée l'année dernière qui s'appelle Neptune. Pour ça, je vais être accompagné de Olivier Bazou, qui est responsable des infrastructures chez Augury, qui va nous faire un témoignage sur leur utilisation de DynamoDB. Vous avez vu dans la session précédente toute l'offre de bases de données relationnelles sur AWS. Donc, si on reprend quelques bases, les bases de données relationnelles, c'est plutôt des schémas forts, avec un modèle donc avec des relations entre des tables, des transactions et des jointures. Donc ce talk ne va pas du tout en parler, donc on va oublier ça et on va passer à la suite. Et on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qu'est une application à large échelle. À large échelle, c'est l'échelle d'Internet. Donc aujourd'hui, une application qui est de large échelle, c'est quand on a plusieurs millions d'utilisateurs, quand on a un volume de données qui correspond à du terabyte, du pétabyte ou à de l'hexabyte aujourd'hui, qu'on commence à voir sur nos buckets S3 par exemple. La localisation qui va être globale, ça veut dire qu'on va être réparti dans le monde. Des performances qu'on va attendre de l'ordre d'une milliseconde ou d'une microseconde. Parce que si on met du temps à requêter les données, on a toutes les chances de perdre un utilisateur. Les requêtes qui se comptent par millions et non plus par centaines ou par milliers. Et les devices qui sont complètement différents. Des devices qui vont soit vous envoyer de la data, soit la consulter, donc des mobiles. Des devices qui l'envoient simplement sur de l'IoT, ou d'autres types de devices qui peuvent soit consulter, soit envoyer la donnée. Et sur la partie économique, simplement pouvoir utiliser, payer que ce qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc vous avez vu Aurora avec son modèle de déploiement global. On ne va pas rentrer dedans. On va retrouver de la clé valeur, du document ou même de la base de données en graphe. Pourquoi on choisirait en fait une base de données non relationnelle? Simplement parce qu'on a un besoin, on n'a pas vraiment de schéma, ou alors on a un schéma qui va plutôt être variable. On a besoin de dénormaliser, ou alors on veut simplement stocker des clés valeurs ou du document. Ce qui pourrait nous conduire vers un choix de base de données non relationnelle, c'est parce que finalement, d'un item à un autre, on n'est pas du tout connecté. Ou alors, au contraire, on a besoin de faire des agrégations. Et finalement, un autre besoin qui est souvent de pouvoir séparer la lecture de l'écriture. Mais parfois, on a des choix encore plus difficiles. On peut avoir un modèle qui est plus complexe, où les entités vont être indépendantes les unes des autres, avec des variations qui sont dépendantes de chaque entité, et aussi des connexions multiples entre ces entités. Et finalement, faire une requête entre ces entités, ça peut demander beaucoup de jointures, et naviguer au travers des relations, ça peut être très coûteux. Donc aujourd'hui, si on regarde l'offre non relationnelle qui existe sur AWS, on va voir DynamoDB qui va vous permettre de stocker de la clé valeur ou du document. On va avoir Elasticache avec du Redis ou du Memcache. Et finalement, on va avoir Neptune sur la partie graphe. Et comme pour les bases de données relationnelles juste avant, vous avez l'outil DMS qui va vous aider à migrer vers l'un de ces moteurs. DynamoDB, donc pour ceux qui ne le maîtrisent pas aujourd'hui, c'est une base de données qui est multi-master, qui est entièrement managée. Vous ne vous occupez pas du tout de l'infrastructure sur DynamoDB. Elle va automatiquement se dimensionner en fonction du stockage jusqu'à des terabytes de données et du million de requêtes par seconde. Elle est consistante, performante. Vous pouvez avoir des performances à la milliseconde par défaut sur Dynamo. Et si vous voulez aller encore plus loin et avoir des performances en dessous de la milliseconde, on va utiliser une couche de cache qui s'appelle DAX, juste devant. Et vous n'allez rien gérer au niveau infrastructure, si ce n'est définir quelle table vous voulez utiliser et quels items vous allez mettre dans cette table. Tout le reste est complètement rendu transparent pour vous. De la même façon que sur le moteur Aurora, les données sont répliquées sur plusieurs zones de disponibilité et vous avez jusqu'à 6 copies de vos data. Et vous n'en payez qu'une seule.
Qu'est-ce qui va être important finalement sur Dynamo? Puisqu'on a vu qu'on gérait aucunement l'infrastructure, que c'était entièrement managé. Donc les points importants qui vont être dimensionnants, à part le stockage finalement, ce sont le nombre de lectures par seconde et le nombre d'écritures par seconde. Donc ce qu'on va appeler les RCU pour la lecture et les WCU pour l'écriture. Ce sont les deux paramètres que vous allez identifier sur votre base de données Dynamo qui vont définir le prix de la base. Donc les WCU, qui sont la capacité d'écriture, vont se découper par tranche de 1 kilobit par seconde. Les lectures, les RCU, vont se découper par tranche de 4 kilobits par seconde. Et si jamais vous ne voulez pas faire de la lecture consistante, vous pouvez diminuer par 2, en divisant par 2, la partie RCU. Donc les lectures et les écritures sont totalement indépendantes. Qu'est-ce qu'on a sorti de nouveau sur l'année 2017 et début 2018 sur Dynamo? D'abord, on a mis du time to live, donc vous pouvez faire expirer des enregistrements dans la base. On a aussi sorti les VPC endpoints, ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de sortir vers le point de connexion Dynamo d'Internet, mais vous pouvez rester à l'intérieur de votre VPC pour accéder directement à Dynamo. On a sorti la partie DAX qui va vous permettre d'avoir du cache en lecture-écriture sur Dynamo, donc qui va vous faire descendre les temps de réponse. La partie auto-scaling. La partie Global Tables qui va vous permettre d'avoir une base Dynamo dans plusieurs régions, disponible partout dans le monde. La partie Backup à la demande sans impact sur les performances. Et le chiffrement at rest qui est aussi disponible. Et il n'y a pas très longtemps, on a aussi sorti le Point in Time Recovery sur une période de 35 jours. Vous pouvez choisir quand est-ce que vous voulez restaurer votre base Dynamo. Ça, c'est pour les nouveautés, et on continue d'en sortir. Mais finalement, comment ça se présente? Si on regarde une table, c'est un lapsus. Si on regarde une table, ici, employée, toute simple, où je vais mettre en fait une clé, qui va être mon employé ID, et une colonne, où j'ai quelques attributs dans cette colonne. Et puis j'ai d'autres attributs disponibles, qui sont l'état, la ville et le département de la personne. On va créer un index secondaire, donc qui va me permettre de requêter la base sur autre chose que la clé primaire. Donc, par défaut, si on fait des requêtes, on va faire des requêtes sur la clé primaire. Là, mon index secondaire va me permettre de faire des requêtes sur l'état, sur la ville et sur le département. Donc je vais créer cet index. Donc j'ai une clé composée entre l'état, la ville et le département. Donc si je fais ma requête, donc là je vais requêter tous les employés qui sont au Texas. Donc là j'ai simplement, donc j'ai formaté, on va regarder le code Python juste après, vous allez voir que ce n'est pas très difficile à faire. J'ai tous les employés donc, qui sont au Texas, quelle que soit la ville et quel que soit leur département. Donc en fait, j'ai une grappe d'objets qui est partie de mon état, et j'ai toute cette grappe d'objets à partir de l'état. Maintenant, si je descends, je vais choisir d'avoir la ville d'Austin. Donc là, j'ai tous les employés qui sont au Texas et à Austin. Donc en fait, j'ai continué cette grappe, et finalement, je me suis arrêté sur la grappe qui contient que Austin, mais quel que soit le département. Donc on est vraiment dans une espèce de... On a hiérarchisé la donnée à partir de la première clé. Et si je descends encore, maintenant je fais une requête en ayant à la fois l'état, la ville et le département de la personne. Donc là, j'ai choisi le département support. Donc là, j'ai que les employés qui sont au Texas, dans la ville d'Austin et qui sont au département support. Donc je suis vraiment sur les feuilles de mon arbre, en fait, si on imaginait ça sous une forme d'arbre, et on est descendu au bout de l'arbre. À quoi ressemble le code Python? C'est simple, il est là, il tient sur un slide. Je vais initialiser la première partie qui sont comment requêter Dynamo, initialiser l'utilisation de la table employée. Ensuite, je vais faire ma requête. Donc là, je fais ma requête sur l'index secondaire que j'ai créé pour pouvoir requêter sur l'état, la ville et le département. Donc je lui passe simplement un paramètre l'état, ici, et ma clé composite. Et après, tout ce que je fais, c'est formater les résultats que j'ai reçus ici.
Vous voyez que je n'ai pas très bien sécurisé, parce que si je n'ai pas de retour de résultats, je devrais avoir quelque chose de plutôt vide. Donc là, je vais simplement formater pour voir la ligne que je vous ai montrée avant. Donc ça, c'est un exemple simple de Dynamo. Je vais passer la main à Olivier Bazot, qui va nous présenter leur retour d'expérience sur Augury, et ensuite, vous aurez une démonstration de Neptune. Merci Olivier, vous pouvez l'applaudir. Bonjour. Donc, je suis Olivier Bazot, responsable de l'infrastructure chez Augury. Voilà. Augury, c'est une société qui a été créée en 2014 et nous sommes maintenant plus de 200 dans différents pays. L'idée de départ d'Augury, c'est de constater que les géants du web ont massivement investi dans la data qui est au cœur de leur business. Et la réflexion des fondateurs, c'est d'avoir identifié qu'il y avait une problématique, notamment dans le domaine du mobile, qui est de connaître l'utilisateur et son parcours. Au lieu de recréer une plateforme from scratch et de recréer des usages, ils ont préféré s'intégrer là où les usages existaient déjà, c'est-à-dire dans les portables des utilisateurs et dans les applications qu'installent les utilisateurs et qui les utilisent, avec leur consentement, ce qui nous permet de récupérer de la bonne data. À partir de ces datas un peu bas niveau, on peut retravailler ces datas et récupérer les apps qui ont été installées sur les portables, leurs usages, et de connaître les sites web qui ont été navigués. Ce qu'il faut insister, c'est qu'on ne récupère pas la data du publisher lui-même, mais qu'on génère notre propre data. À partir de cette data, on a créé des familles de solutions, donc pour la partie publisher, c'est-à-dire les éditeurs d'applications, et pour les marketeurs. Donc pour la partie marketeur, ce qui nous intéresse, c'est de délivrer, d'avoir de la performance pour la delivery, c'est-à-dire pouvoir pousser de la publicité sur le téléphone de l'utilisateur, de collecter les faibles signaux et de renforcer la compliance, puisqu'à chaque fois, on va vérifier que l'utilisateur est bien data opt-in. En quelques chiffres, pour vous donner la dimension de la plateforme, ça correspond à peu près à plus de 400 millions de profils consentis, plusieurs milliards d'applications HTTPS par jour et plusieurs téras de data qu'on récupère par jour. Actuellement, ces utilisateurs, mais on va parler aussi d'autres types de tables, sont dans un cluster Couchbase, c'est un NoSQL de type clé-valeur, qui a été installé au tout début de la startup, donc en 2014, et qui n'a pas évolué. Donc on est plutôt dans des versions obsolètes. Le backup restore, pour cette version, a malheureusement des soucis. C'est mono à Z, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de redondance. S'il y a une zone qui tombe, on est mal. Et c'est managé par mes équipes. Donc la partie, voilà, si on a un nœud qui tombe, il faut le restaurer à la main. Le scaling, il est manuel. On rajoute des nœuds au fur et à mesure, manuellement. Le tuning est un peu particulier parce que c'est du Couchbase, c'est écrit en Erlang, donc il faut avoir un certain niveau de connaissance. Et en termes de sécurité, on est sur la version open source, donc soit on a accès, soit on a accès à tout, soit on a accès à rien. Donc c'est pas très granulaire. En termes de chiffres, donc je vous ai mis rapidement la plateforme, mais en termes de chiffres du Couchbase, on parle de 400 vCPU, de 3 Tera de RAM, à peu près 400 000 opérations par seconde sur 2 régions Amazon. Donc c'est vraiment le cœur de notre système live, cette base de données. Donc
la solution pour remplacer Couchbase et pour pallier à tous les petits soucis qu'on a identifiés, ça a été de passer sous Dynamo. Donc l'avantage, c'est que c'est un service managé qui est scalable, qui est multi-AZ out of the box, c'est-à-dire que par défaut, c'est comme ça, c'est multi-AZ, qui a également, comme l'a dit Alexandre, sorti la partie backup restore en 2017 sans impact sur la production, donc ça, c'est un gros gain pour nous. Et qui a comme Couchbase une couche mémoire avec l'Amazon DynamoDB Accelerator, donc le DAX, qui a été également sorti l'année dernière. Et on récupère la sécurité qui est gérée avec IAM d'une manière très granulaire. Donc il a fallu migrer. Donc on a fait une migration assez simple, c'est-à-dire une bucket, une table Dynamo. Dans Dynamo, comme vous l'a expliqué Alexandre, il y a plusieurs types de colonnes, mais il y a notamment des types de colonnes de type JSON qui permettent de stocker directement tout un JSON. Donc on a pris ce type de colonne. Après, on a fait un inventaire de tous les applicatifs que l'on a. On a migré les datas, puis les applications. Alors comment on a fait? On a mis en place une réplication entre Couchbase et Dynamo. D'accord, donc avec Couchbase, on a mis un connecteur Kafka, et dans Kafka, on a mis en place un cluster Kafka, et on a écrit un consommeur pour le réécrire dans Dynamo via le DAX. Donc la première phase de synchronisation a duré à peu près 24 heures pour tout resynchroniser les datas. Et puis après, on a commencé à migrer les applications. Donc petit à petit, on a migré une application. Donc on a migré d'abord la partie read. Donc l'application lisait dans Couchbase, écrivait dans Couchbase et lisait dans Dynamo. Et une fois qu'on était satisfait des performances, on faisait l'autre partie, c'est-à-dire la partie écriture. Donc l'application écrivait et lisait dans Dynamo via le DAX. Donc le retour d'expérience sur DynamoDB, c'est que nous, toute notre infrastructure est automatisée, donc on a facilement créé toute l'étape Dynamo avec du CloudFormation. C'était assez simple à faire. Définir les RCU et les WCU, c'est quand même plus facile que de se poser la question sur tel type d'instance EC2 on doit prendre, quel type de disque on doit prendre, et quelles dimensions ils font, s'il faut du RAID ou pas du RAID. Donc ça se fait pas en fait avec Dynamo, tout est managé. On a récupéré toute la sécurité avec IAM, et on a même utilisé ce qu'on appelle des global tables. Donc les global tables, ça te permet d'avoir des tables qui sont synchronisées entre nos deux régions. Et ça se fait assez rapidement avec du CloudFormation. Alors que voilà, avec la solution précédente, il y aurait eu beaucoup d'ingénierie DevOps à mettre en place. La partie DAX, qui est aussi intéressante parce que nous, on a vraiment besoin de performance. Donc c'est pour ça qu'on a migré aussi sur Dynamo, c'est que le DAX était sorti. Le DAX, on le crée aussi avec du CloudFormation, donc ça se fait très facilement. Il y a un SDK par langage. Chez Augury, on est assez microservice, donc en fait, on a beaucoup de langages. Et pour les langages qui ne sont pas encore supportés par le DAX, on a créé un petit proxy en Java. Et comme nous, dans notre infra, tout est dockerisé, du coup, on a mis un petit conteneur Docker en plus pour faire la liaison avec le DAX. Et du coup, on a des très bonnes performances, justement avec ce DAX qui est tout en mémoire. Donc la migration, elle a été assez transparente. Je vous ai montré les différentes étapes de migration. On a supprimé, ce qui était un des points intéressants, c'est on a supprimé toute la dette technique liée au fait qu'on n'avait pas migré, on n'avait pas suivi les évolutions de ce logiciel. Et du coup, maintenant, avec DynamoDB et le DAX, tout est automatisé. On a du backup et du restore et du multi-AZ. Tout est managé par Amazon. Et évidemment, on a récupéré toute la sécurité.
de la plateforme. Les prochaines étapes, c'est finaliser la migration, puisqu'on est encore en cours. C'est restructurer la data, puisque, comme je vous l'avais indiqué, on a utilisé une seule colonne de type JSON, qui est intéressante, mais le mieux, c'est d'utiliser, comme vous a dit Alexandre, du multicolonne. On va se pencher aussi sur l'autoscaling, puisque c'est une nouvelle feature qui a été récemment sortie. Donc pour nous, c'est très intéressant de scaler aussi nos bases de données Dynamo d'une manière automatique. Et puis utiliser DynamoDB pour les nouveaux projets. Voilà, je vais repasser la main à Alexandre. Merci. Merci Olivier pour ce retour très intéressant sur une migration. On va changer un petit peu et maintenant on va essayer de voir sur des données qui sont encore plus connectées. Donc on va s'orienter sur du graphe. Qu'est-ce que c'est un graphe finalement? Si on prend un graphe de type social, donc on va dire que je m'appelle Terry exceptionnellement et plus Alex. Je vais avoir des amis, donc répartis, et moi j'ai certains amis, et mes amis ont certains amis. Donc la question que je peux me poser, c'est finalement comment je me connecte, ou qui pourrait être un de mes amis dans ce réseau. Bon, on va utiliser en graphe ce qu'on appelle la fermeture du triangle. C'est un cas basique dans les graphes, et c'est la première résolution qu'on fait. On a Bill qui est ami avec Sarah. D'un autre côté, on a Bill qui est aussi ami avec Terry. Donc ce qu'on va faire, c'est simplement déduire que potentiellement Terry pourrait être ami avec Sarah. Et fermer le graphe, et donc faire une suggestion pour dire Terry, pourquoi tu ne voudrais pas être ami avec Sarah par exemple, ou inversement. Donc ça, c'est la fermeture des triangles. Assez simple, mais très utilisé dans la partie graphe. Donc pour résoudre ce problème de base hyper connectée avec des réseaux et des entités finalement qui peuvent avoir plusieurs connexions qui sont différentes, on a sorti Neptune, donc en décembre l'année dernière, qui va être sur le même principe qu'une base de données Aurora, donc c'est managé pour vous, et qui est optimisé pour stocker et requêter des données. Donc derrière, ce n'est pas une base de données relationnelle, c'est vraiment une base en graphe. Quel type de cas d'usage on a finalement pour les bases de données en graphe? On a tout d'abord les réseaux sociaux, comme je vous ai montré juste avant, où on va finalement avoir un réseau d'amis, ou un réseau d'amis avec des points communs, qui aiment le vin, qui aiment le foot, qui aiment la bière, qui aiment la pizza, etc. Donc on pourrait créer des réseaux comme ça pour retrouver des connexions. Donc on pourrait faire aussi par exemple de la recommandation en sachant si une personne aime le vin de Bourgogne et une autre personne aime aussi le vin de Bourgogne. Désolé, je suis amateur de vin, donc je prends ces exemples. On pourrait peut-être les mettre en relation, donc c'est là où on va faire de la recommandation. On pourrait aussi modéliser un réseau de connaissances. Cette personne connaît le Python, cette personne connaît le Java, cette personne connaît la finance. Et on pourrait aussi faire en sorte qu'une personne ait son réseau de connaissances modélisé sous forme de graphe et finalement la relier à d'autres personnes qui pourraient avoir les mêmes points d'intérêt. On pourrait faire de la détection de fraude. La détection de fraude, ça va être de définir si ce type de transaction, finalement, c'est bien une transaction qui existe entre ces deux personnes. Est-ce qu'ils ont déjà fait des transactions auparavant, ou ces deux entités, ou pas du tout? Est-ce que c'est la première fois qu'ils font une transaction? Si la transaction vient d'un autre pays et que cette personne, par exemple, n'a jamais fait de transaction avec ce pays, on peut se poser la question de savoir si c'est une fraude. Dans la science de la vie, pour faire de la modélisation de molécules, par exemple, on pourrait utiliser ça, ou pour faire du rapprochement de cas, et sur la partie réseau aussi, puisqu'on pourrait modéliser entièrement un réseau avec des équipements qui seraient des nœuds dans le graphe. Donc ça, c'est pour donner quelques illustrations de cas d'usage sur la partie graphe. Donc là, on va jouer avec un graphe. Donc l'objectif, c'est de vous montrer comment on lance une base Neptune. Qu'est-ce qu'on peut faire avec? Comment on se connecte? Comment on va la requêter en fait, pour travailler sur un graphe. Donc j'ai pris un exemple assez simple, un peu d'actualité, donc on verra jusqu'où ça ira, mais en tout cas,
Donc j'ai plusieurs personnes ici, donc j'ai 6 entités. Donc j'ai des personnes, Marco qui a 29 ans, Vadas qui en a 27, Peter, Josh, et voilà, donc 4 personnes, 2 équipes, France-Brésil. Ça n'a rien à voir avec la Coupe du Monde, ou peut-être. On a 2 types de relations. On a les personnes qui se connaissent entre elles, donc Marco qui va connaître Josh, et on a des personnes qui aiment des équipes. Et vous voyez, donc sur chacun, on a rajouté des attributs. Donc l'équipe, c'est France, et en France, on parle plutôt français. Et une autre équipe, c'est le Brésil, ils vont parler plutôt portugais. Donc voilà. Donc on va créer ce graphe. Ça, c'est l'étape qu'on va faire. Donc maintenant, on va prier les dieux de la démo, s'ils existent. Alors, c'est assez gros, ok. Donc là, je vais avoir Neptune, comment ça se lance finalement, comme n'importe quelle base de données sur AWS. Il n'y a qu'un seul moteur pour l'instant. On va choisir en fait son type d'instance. Donc ça, c'est un peu comme sur une base RDS. On va définir si on veut avoir des read réplicas. Donc on peut déjà séparer la lecture de l'écriture. On peut déjà être fault tolerant aussi. Je vais lui donner un petit nom. Et finalement, quand on va faire sur Next, on va choisir dans quel réseau je la mets, dans quel sous-réseau je la mets. Je peux définir une affinité sur des zones de disponibilité. Si je veux par exemple rapprocher ma base de mes nœuds, je peux créer aussi un security group. Je vais lui donner un petit identifiant et je peux activer, donc, comme sur d'autres services, la partie authentification IAM. Et vous voyez que par défaut, on peut aussi activer le chiffrement sur Neptune en choisissant la clé qu'on va vouloir utiliser pour chiffrer. Par contre, aujourd'hui, ce qui ne fonctionne pas, c'est de chiffrer une base qui existe et déchiffrer. Donc, il faut bien choisir dès le démarrage. Je peux choisir d'avoir une priorité sur le failover, sur mes différents nœuds. Je peux activer le backup. Donc, vous avez aussi toute la partie RDS que vous avez déjà par défaut sur Neptune, qui va vous permettre d'éviter de gérer l'infrastructure, si ce n'est le choix de l'instance, sur Neptune. Donc j'en ai déjà créé une, je ne vais pas en relancer une. Donc ça, c'est ma base. Très simple. Donc on voit les mêmes stats qu'on peut voir sur n'importe quelle base AWS. Maintenant, je vais me connecter à cette base. Donc pour ça, j'utilise une instance qui est dans le même VPC. Et je vais utiliser un framework. Pour requêter Neptune, on a 2 types de frameworks possibles. Soit on va faire du SparkQL, des requêtes en SparkQL. Donc c'est sorti par WA3C, ça se base sur RDF. Soit je vais utiliser le projet Apache, et on va utiliser Gremlin sur le projet Apache Tinkerpop. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je vais lancer en fait la console Gremlin. Donc ça va me permettre de faire des requêtes dynamiques. Et après, je pourrais vous montrer aussi comment on peut requêter en Python. Donc là, j'ai lancé. Je vais me connecter à mon nœud. Je vais tout préparer à l'avance, hein. Je ne suis pas un cascadeur. Donc, je me connecte à la console. Donc là, je suis connecté à la base. Donc, première chose que je vais faire, c'est, par exemple, voir si j'ai des nœuds. Et vous allez voir ici, j'ai 0 nœud en fait. Je n'ai pas encore créé mon graphe. Donc là, j'ai vraiment une base vide. Donc, première étape, je vais créer mon graphe. Donc, qu'est-ce que je fais? Donc, ici, par exemple, c'est le premier nœud qu'on a vu dans les slides. Je vais créer Marco avec un ID 1 et ensuite, je vais rajouter à Marco une propriété qui est son âge. Et après, je vais créer une autre personne qui va être Vadas, une équipe, la France, une autre personne, une autre équipe, une autre personne. Et après, je vais créer les liens entre tous ces éléments. Donc ça, on va le faire d'un coup. Tac. Donc
tout s'est bien passé. J'ai des identifiants. Donc j'ai bien mes nœuds qui ont été créés ici. Il me renvoie l'ID à chaque fois. J'ai bien les propriétés qui ont été ajoutées. Et ici, j'ai bien mes liens qui ont été créés. Donc maintenant, j'ai mon réseau. Donc tout le graphe qu'on a vu juste avant, je vous le remets juste pour mémoire. Donc tout ce graphe-là vient d'être créé. On a créé tous les nœuds, et à tous les nœuds, on a ajouté les relations. Donc maintenant, je vais commencer à traverser mon graphe. Je pourrais déjà trouver toutes les personnes. Donc par défaut, donc je pars d'un nœud et je lui demande tous les nœuds qui ont un label personne. Donc il va me renvoyer que les personnes. Donc là, il me renvoie les ID. Les ID, c'est top, mais ce n'est pas très lisible. Alors du coup, je vais lui dire de me renvoyer la propriété nom. Je vais plutôt faire celle-là. Je vais vous demander, en fait, toutes les personnes que connaît Marco. Donc là, il me renvoie, vous pouvez définir en fait ce qui vous renvoie. Ici, je lui ai demandé de me renvoyer une map. Donc il me renvoie que Marco, donc je suis parti du nœud Marco, j'ai demandé toutes les personnes que pouvaient connaître Marco. Donc ça veut dire que je suis parti du nœud et j'ai demandé la relation qui sortait de Marco. Donc il prend tous les gens que connaît Marco en out. Donc c'est vraiment des flèches qui sortent de Marco. Donc il me renvoie les deux personnes. Maintenant, ce qui pourrait m'intéresser, c'est tous les gens qui aiment la France dans mon réseau. Donc là, ce que je fais, en fait, au lieu de partir du nœud Marco, je vais plutôt partir du nœud équipe France et je vais demander toutes les relations donc, qui sont entrantes sur le nœud et qui sont de type like, donc qui aiment la France. Et je lui demande de me retourner. Donc ici, je lui demande bien, on part du nœud France. Je lui demande toutes les relations entrantes sur ce nœud-là. Et je lui demande sur ces relations entrantes de me donner la propriété non. Donc là, j'ai vraiment en résultat les deux personnes qui aiment la France. Je pourrais faire la même chose avec le Brésil et j'aurais le même résultat. Enfin, le même résultat. Non, pas le même résultat, mais je vais avoir le résultat des gens qui aiment le Brésil. Voilà, j'ai que Josh, finalement, dans mon réseau, qui aime le Brésil. J'ai perdu ma souris. On peut faire de la même façon, qui connaît Marco? Qui Marco connaît? Je l'ai déjà fait. C'est moi qui me suis perdu, désolé. Je peux aussi trouver, par exemple, faire un count ici. Je fais simplement un count sur tous les types de relations. Donc j'ai deux types de relations, j'ai nose et like, et j'en ai trois chacun. Donc vous pouvez requêter votre réseau. Vous pouvez requêter votre réseau en partant d'un nœud et en sachant toutes les sorties externes. Requêter votre réseau en partant d'un nœud et en sachant tout ce qui rentre, ou requêter sur toutes les relations qui peuvent exister. Donc là, en fait, on traverse le nœud. Et c'est le framework Gremlin qui vous aide à faire ça avec cette syntaxe. Si vous utilisez la partie SparkQL RDF, c'est un autre type de syntaxe. Mais ça, on pourrait le faire, en fait, finalement, en Python. Donc il y a plusieurs parties de Gremlin. Donc là, je vous ai montré la console. Et là, c'est la partie Python. Donc là, si je fais fonctionner mon programme, voilà. Donc là, j'ai retourné que des value maps. Donc j'ai configuré ici mon endpoint donc de Neptune. Et ici, j'affiche la liste des personnes dans le graphe. Donc simplement la liste des personnes dans le graphe. Et là, il me donne tous les attributs. De la même façon que j'avais fait dans la console, si j'avais utilisé le values name, il m'aurait retourné que les noms. Et là, pareil, j'ai retourné la liste des gens que connaît Marco. Donc finalement, la syntaxe est exactement la même que dans la partie console. Vous avez utilisé le même vocabulaire finalement pour faire des requêtes en Python. Vous allez simplement importer le package Gremlin Python.
faire ça. Donc voilà, en très peu de temps, on a modélisé un graphe. Donc assez simple, je n'ai pas fait un graphe très compliqué. On a parcouru ce graphe donc pour trouver les gens qui aiment la France, pour trouver les gens que connaît Marco. Donc on a vraiment trouvé ces flèches-là, les gens que connaît Marco. Et ensuite, on est parti de la France et on a trouvé toutes les flèches entrantes sur la France. Donc là, il n'y en avait que 2 de mémoire. Donc mon réseau, il manque une flèche. Donc ça, c'était au cas où. Et on peut faire ensuite d'autres exemples. Si on repart sur mon réseau Terry, je pourrais faire des agrégations un peu plus complexes. Donc je pourrais choisir de trouver Terry. Donc ça, je vais trouver mon nœud, Terry. Et ensuite, faire une agrégation. Donc on va créer une collection qui vont être les amis de Terry. Et en fait, avec ce mot-clé, on va lui demander d'ignorer le point de départ. Donc on ignore Terry. Après, on va continuer. Et en fait, on va requêter qui ne sont pas Terry, mais qui aussi ne sont pas amis avec Terry. Donc vraiment tous les nœuds qui sont, et ceux qui sont assez loin de Terry, finalement. Et je vais pouvoir les regrouper, les compter, en donnant leur attribut nom. Donc je vais récupérer l'attribut de chacun. Et là, je fais juste je les ordonne par valeur. Et donc j'obtiens en fait tous les gens qui ne connaissent pas Terry, qui ne sont pas des amis de Terry, et j'ai cette valeur. Donc on peut faire un parcours finalement de graphe. Vous avez vu que c'était assez instantané dans la console, on va très vite. Si on faisait la même chose dans une base de données relationnelle, on ferait un tas de jointures pour trouver ces relations. Là, on est vraiment optimisé pour parcourir le graphe. Donc on va faire ce qu'on appelle traverser le graphe, et vous allez voir ce vocabulaire dans Gremlin ou dans SparkQL. Pour justement, on traverse le graphe, c'est-à-dire qu'on parcourt le graphe pour trouver des relations entre les nœuds. Donc on a vu 2 bases différentes. DynamoDB, de l'ordre de la milliseconde, en lecture, en écriture, à n'importe quelle échelle, qui est totalement serverless, donc vous n'avez pas d'infrastructure à gérer, ce que je vous ai dit au début. Vous définissez juste les RCU, WCU et le nom de votre table. On peut faire de la clé-valeur ou du document. Sur les API, vous avez la CLI, vous avez les SDK AWS pour utiliser ça. Et on peut être malin comme l'équipe d'Olivier et créer des wrappers quand le SDK vous manque. Et on va en fait faire de l'agrégation. Donc on va hiérarchiser les données et on peut regrouper ces données. Et on a vu Neptune. Donc on peut requêter en fait des relations en quelques millisecondes. Ça peut aller jusqu'à plusieurs millions de relations. Sur Neptune, vous êtes plutôt sur un mode où vous allez choisir des instances. Donc elles vont être auto-scaling sur le stockage. Et ces instances, vous allez pouvoir créer par exemple jusqu'à 15 read réplicas, simplement pour découpler la lecture de l'écriture. Il y a 2 modèles. Vous pouvez utiliser un graphe ou des triples RDF. Et vous avez 2 frameworks, donc Gremlin que je vous ai montré, qui est basé sur le projet Apache Tinkerpop, et SparkQL, que personnellement j'ai trouvé moins lisible, c'est pour ça que je ne vous l'ai pas mis en exemple, et j'ai plutôt préféré Gremlin. Et on va rechercher ces patterns. Le service Dynamo est disponible en France, donc vous l'avez de disponible. Neptune, pas encore. Il est disponible parce qu'on a au moins 3 zones de disponibilité en France. Et les prochains événements, si vous voulez nous rejoindre, donc une journée de formation gratuite le 13 juillet dans nos locaux. Donc ça, c'est vraiment la première base si vous ne connaissez pas la plateforme. Une journée Innovate avec une quarantaine de conférences qui sera complètement en ligne. Et à la rentrée, orienté développeur, les Dev Day, qui aura lieu à Station F. Et une journée Startup le 4 octobre, aussi à Station F, dédiée pour aider les startups à accélérer sur le cloud. Je vous remercie pour votre temps.